bien, merci beaucoup également de me donner l'opportunité de vous présenter les travaux réalisés dans le service. Donc, la question à laquelle nous, on s'est intéressé, c'est la suivante. Est-ce que ça a un sens de donner un traitement ou des traitements immunosuppresseurs à des patients chez qui on fait un diagnostic de syndrome de Suzac? Donc, qu'est-ce que c'est que le syndrome de Suzac? Le premier point, c'est que c'est une maladie qui est exceptionnelle, puisque, en gros, on n'a pas vraiment d'idée de la prévalence ou de l'incidence, mais qu'on estime qu'elle est probablement inférieure à 1 pour 100 000 habitants. Comment on comprend cette maladie aujourd'hui? On la comprend comme une maladie inflammatoire à médiation immune qui touche les petits vaisseaux et donc qui se range sous le chapeau des vascularites, donc des maladies inflammatoires des vaisseaux, et qui va être responsable d'obstructions vasculaires et donc de souffrances tissulaires qui sont concernés par le processus inflammatoire, en sachant que dans le syndrome du Suzac, la particularité, c'est que peu d'organes finalement sont ciblés par le processus pathologique et qu'il n'y a finalement que, entre guillemets, le cerveau, la rétine et l'appareil cochléo-vestibulaire qui sont cibles de ce processus inflammatoire. C'est, comme beaucoup de pathologies à médiation immune, une pathologie qui est plus fréquente chez la femme. Et le diagnostic est fait en médiane chez des sujets qui sont relativement jeunes, autour de la quarantaine. Comment on fait le diagnostic de cette entité? On le fait par les caractéristiques cliniques de la maladie, avec une expression qu'on comprend sous la forme d'une triade. C'est-à-dire que les malades vont présenter des symptômes qui vont indiquer une atteinte neurologique, rétinienne et ou cochléo-vestibulaire. L'atteinte cérébrale, c'est ce qui fait la gravité de la maladie. Et donc, c'est la présentation la plus sévère de la maladie. Elle est caractérisée par une encéphalopathie qui a la particularité de pouvoir avoir une tonalité fréquemment psychiatrique. Donc, les patients vont se présenter avec une symptomatologie qui va pouvoir intégrer des modifications de l'humeur, des troubles du comportement, un syndrome dépressif, parfois des éléments productifs. Donc quelque chose qui interpelle avec une casquette, une tonalité qui reste psychiatrique, mais avec des éléments qui sont des éléments qui attirent vers quelque chose d'un peu plus organique, si tant est qu'on puisse parler comme ça, puisque à ce tableau psychiatrique va s'associer des fluctuations de vigilance, une désorientation dans le temps ou dans l'espace, des céphalées, et puis parfois des déficits focaux. Tout ça conduit le docteur à la réalisation d'une IRM cérébrale qui va mettre en évidence des lésions qui, par leurs caractéristiques et leur topographie, sont pratiquement pathognomoniques, c'est-à-dire avec une spécificité qui est très 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 forte pour l'entité qui est le syndrome du Suzac, et notamment par des lésions qui vont toucher le corps calleux. L'atteinte rétinienne, elle, c'est le contraire, elle est volontiers peu symptomatique. Elle est peu symptomatique parce que le mécanisme occlusif, il touche de façon préférentielle les branches périphériques des artères rétiniennes, avec une atteinte qui est bilatérale, mais qui ne se traduit pas par une baisse de l'acuité visuelle, qui ne se traduit pas par des douleurs, et dont on va faire le diagnostic souvent sur un examen ophtalmologique systématique orienté par la suspicion clinique. Et les examens objectifs ophtalmologiques, comptant le fond d'œil bien sûr, mais également des choses comme l'angiographie rétinienne, vont pouvoir montrer des lésions occlusives touchant en grande périphérie de la rétine les artères, avec un aspect qui est un aspect qui peut être évocateur de syndrome de Suzac sur des caractéristiques de fuite vasculaire, notamment au temps tardif de l'acquisition. Et puis, une atteinte qui est fréquente, mais qui là est peut-être moins spécifique, c'est l'atteinte cochléo-vestibulaire qui va se traduire par des vertiges et une surdité. La surdité, elle est bilatérale, elle peut être définitive et elle s'exprime de façon majoritaire sur les fréquences basses, ce qui est un peu le contraire de ce qu'on a dans la presbyacousie, où la surdité bilatérale, elle, est davantage exprimée sur les fréquences hautes. Donc finalement, le tableau ou l'élément diagnostique, à partir du moment où il est orienté par la clinique et par les examens complémentaires, même si la maladie est rare, elle est finalement pratiquement unique dans son expression syndromique et donc il n'y a pas beaucoup de diagnostics alternatifs qu'on puisse proposer au syndrome du Suzac si on cumule ces différentes
entités. C'est une maladie qui est caractérisée par deux grandes phases, de façon caricaturale. Une phase de forte activité de la maladie qui va pouvoir durer plusieurs mois, où les patients vont avoir des éléments cliniques d'activité, une mise en rémission le plus souvent de courte durée, et puis des rechutes itératives qui peuvent donner le sentiment au docteur de courir un peu après la maladie, au docteur et aux patients d'ailleurs, de courir un peu après la maladie. Et puis cette phase va progressivement s'éteindre pour ouvrir le deuxième temps de l'histoire naturelle de cette maladie, qui est le temps des séquelles, en sachant que ce qu'on observe le plus généralement, c'est des séquelles neurocognitives un peu subtiles, des gens qui, sur le plan de la personnalité notamment, peuvent être jugés un peu différents par leur entourage, et qui, dans les tâches un peu complexes, vont parfois être gênés. Et donc, c'est des patients qui peuvent avoir des difficultés à retrouver leur activité professionnelle, en tout cas celle qu'ils occupaient avant la maladie. Et puis l'autre séquelle importante, c'est la surdité, puisqu'elle va concerner pratiquement un malade sur deux et qu'elle va motiver un appareillage. Les traitements pour une maladie aussi rare, pour lequel on bénéficie finalement de peu de données de haute qualité méthodologique, elle se fait par analogie avec ce qu'on sait des maladies inflammatoires des vaisseaux, autrement dit des vascularites, c'est-à-dire qu'on associe le plus souvent une corticothérapie donnée à forte dose, donc un médicament anti-inflammatoire très puissant, et qui, compte tenu de l'expression encéphalique et donc grave de la maladie, est associé à des traitements immunosuppresseurs et ou immunomodulateurs. Immunomodulateurs, ça veut dire en gros ici immunoglobuline intraveineuse et des anti-agrégants. Mais finalement, ces pratiques, elles s'inscrivent et elles se construisent, elles se justifient par l'habitude et une forme d'expertise de clinicien, mais elles reposent finalement sur très peu de données réellement structurées. Et donc finalement, est-ce que ça a un intérêt d'associer une corticothérapie à un traitement immunosuppresseur ou immunomodulateur pour prévenir le risque de rechute? Eh ben, finalement, on n'en sait rien. Et donc, c'est à cette question qu'on a essayé de répondre. Est-ce qu'une corticothérapie seule fait vraiment moins bien quand on s'intéresse aux rechutes qu'une corticothérapie associée à un traitement immunosuppresseur ou immunomodulateur? Alors, on n'a pas ce qui aurait été le gold standard pour répondre à cette question, mener d'essais randomisés contrôlés avec deux bras, idéalement en aveugle, parce que la maladie et les données cumulées permettaient, la rareté de la maladie et les données cumulées disponibles ne permettaient pas de structurer un essai de ce niveau méthodologique. On a par contre pu puiser dans les données d'une étude de cohorte nationale multicentrique prospective, l'étude CARES, qui est une étude qui a été financée, qui est financée par la PHRC, dont la mise en place remonte à 2011 maintenant, et qui était une étude qui visait à collecter de façon prospective les éléments cumulés de la prise en charge des patients avec un diagnostic de CESAC, en contraignant finalement assez peu le suivi en dehors de time points un peu obligatoires qui permettaient de refaire des photographies cliniques et d'imagerie des patients à 3 mois, à 6 mois et en cas de rechute. Et donc, on a puisé dans la richesse de cette collection prospective pour essayer de répondre à notre question, avec donc comme critère de jugement principal, est-ce que la stratégie thérapeutique a un impact sur le risque de première rechute? La première rechute, elle était définie de façon finalement assez pratique, correspondant à la façon dont les cliniciens qualifient une rechute, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des symptômes qui évoquent la rechute, le fait qu'on ait des examens complémentaires qui permettent de la qualifier de façon objective, et que le cumul de ces deux éléments conduise à une modification du traitement. Et ce qui nous a intéressé, c'est la première rechute, en fixant une censure, qui était une censure à 3 ans. Cette étude de cohorte, elle est à l'initiative d'une interniste qui n'est plus à la Bichat aujourd'hui, même si le centre qui structure ce protocole est à Bichat, qui est à la Pitié-Salpêtrière et qui est le professeur Fleur Cohen-Aubin. Donc, on a pu analyser 64 patients avec un diagnostic de syndrome de Susac bien défini, issu de 8 centres. L'âge moyen au diagnostic était de 35 ans. On retrouvait une surreprésentation du genre féminin et on avait bien, pour ces malades, un suivi qui était un suivi borné à 3 ans. La triade était complète d'emblée au diagnostic chez plus de 70% des malades et elle s'est complétée pour l'immense majorité des restants au cours du temps.
L'atteinte neurologique était l'atteinte prédominante, permettant de qualifier ici une forme sévère de la maladie. Et donc, comment ont été traités ces patients? Eh bien, pour 40 d'entre eux, des corticoïdes seuls, et pour 20 d'entre eux, une association de corticoïdes avec soit un immunosuppresseur, soit un immunosuppresseur et un traitement immunomodulateur, soit simplement des immunomodulateurs. Et donc, 20 patients ont reçu une stratégie qui était une stratégie qui n'était pas une corticothérapie seule. Donc, est-ce que ça a un impact, ça, cette différence de stratégie, sur la probabilité de rechuter? Donc déjà, si on regarde sur la cohorte entière, on voit que plus de 50% des patients rechutent et que 50% des rechutes surviennent finalement très peu de temps pour la première rechute après le diagnostic, puisque la médiane était ici à 4 mois. Donc beaucoup de rechutes et des rechutes qui sont précoces. Et est-ce que donc la stratégie thérapeutique modifie la probabilité de rechute à partir du design présenté ici? La réponse est non. Que les patients reçoivent une corticothérapie seule ou une corticothérapie associée à un immunosuppresseur ou des immunoglobulines intraveineuses, ça ne change pas la probabilité de rechute. Ça n'a pas d'impact sur la probabilité de rechute. Donc la conclusion de ce travail, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice à l'ajout d'un immunosuppresseur et ou d'un immunomodulateur à la corticothérapie systémique si on veut prévenir le risque de rechute dans le syndrome de Susak. Alors, est-ce que cette conclusion, formulée comme ça, de façon un peu définitive, on peut réellement la formuler à partir d'une étude comme celle que je vous ai présentée là? Probablement pas, en réalité, puisque ce n'est pas un essai contrôlé, c'est simplement une étude observationnelle, qu'il n'y a pas beaucoup de malades finalement qui ont été capturés dans cette cohorte, et donc que la puissance statistique est probablement manquante, qu'on a considéré la classe thérapeutique immunosuppresseur et ou immunoglobulines intraveineuses comme un grand tout, homogène, ce qui n'est probablement pas. Avoir reçu ou pas un immunosuppresseur, ce n'est pas exactement la même chose probablement qu'en avoir reçu un, même s'il y avait un complémentaire d'immunoglobulines intraveineuses. Et puis, les immunosuppresseurs font peut-être pas tous, ont peut-être pas tous la même efficacité. On le sait dans d'autres maladies dans lesquelles on les prescrit. L'endoxian, par exemple, le cyclophosphamide, est probablement un médicament qui a une efficacité supérieure à d'autres. Et puis, l'étude n'est pas randomisée, donc l'allocation des traitements ne s'est pas faite par le seul fait du hasard. Elle était conditionnée par le jugement clinique. Et en fait, quand on regarde dans le détail ce travail, on se rend compte que ce sont souvent les patients les plus sévères au diagnostic, ceux qui avaient l'atteinte encéphalytique la plus préoccupante, qui ont reçu plus fréquemment un traitement immunosuppresseur et qui rien n'interdit que ces malades avec ce phénotype le plus sévère soient également ceux qui sont naturellement exposés à un risque de rechute plus important. Donc un biais ici dans l'allocation des traitements, même si on a essayé d'ajuster avec les outils statistiques nos résultats sur ce potentiel biais, ça n'enlève pas l'interrogation autour de cette allocation, pas complètement liée au hasard. Et puis l'autre chose, c'est qu'on s'est intéressé aux rechutes, avec comme critère de jugement principal la survenue de la première rechute, mais peut-être que ce n'est pas très intéressant finalement dans cette maladie de s'intéresser ou de ne s'intéresser que aux rechutes. Peut-être que l'objectif des traitements, c'est davantage de prévenir les séquelles, et notamment les séquelles définitives. Dans un travail qu'on avait réalisé un peu en amont, on avait pu observer qu'en s'intéressant aux séquelles définitives, qui étaient la surdité, on remarquait deux choses. La première, c'est qu'elle était extrêmement fréquente, puisque près de 1 malade sur 2, au cours de leur suivi, présente une séquelle à type de surdité sévère, c'est-à-dire une dette en décibels à l'audiogramme qui rend difficile les interactions sociales et qui justifie un appareillage, et qu'il y avait une association qui tendait à être statistique, de point de vue significatif, pardon, entre le fait d'avoir reçu un immunosuppresseur et le fait d'être peut-être moins exposé au risque de séquelles. Donc un bénéfice potentiel des immunosuppresseurs pour prévenir la survenue de ces séquelles définitives sur le plan ORL. Donc la perspective ici, à partir des données cumulées des études observationnelles, c'est de proposer un essai contrôlé randomisé. Les études observationnelles nous ont permis notamment de mesurer les probabilités de rechute et de séquelles, et donc de pouvoir calculer
un nombre de sujets nécessaires à tester et à challenger dans un essai contrôlé randomisé qui viserait donc à mesurer et à comparer l'efficacité d'une corticothérapie à une corticothérapie associée à un immunosuppresseur, en fixant pour objectif principal, pas les rechutes, mais la survenue des séquelles, notamment des séquelles auditives. Et je suis prêt à répondre à d'éventuelles questions et réponses, s'il y en a. Merci beaucoup, professeur. Alors, il me semble que pour l'instant, ah si, on a une question et ensuite moi aussi j'en aurai une à vous poser. On a une question d'Amélie qui vous demande d'autres traitements, y compris non médicamenteux, peuvent-ils être proposés dans le syndrome de Suzac, du coup? Alors, oui, à la phase plus tardive, probablement. C'est-à-dire que, en tout cas, si c'est comme ça que je comprends bien la question, les traitements non médicamenteux comme la kinésithérapie, par exemple, les traitements non médicamenteux comme la rééducation neurocognitive, les traitements non médicamenteux comme l'appareillage auditif, ça fait partie des choses qu'on propose, mais une fois que la maladie, elle est contrôlée, au moins dans sa première phase, qui est la phase d'activité. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé du coup du fait que en majorité, du coup, c'était pas randomisé, donc les patients qui avaient reçu des traitements présentaient majoritairement des phénotypes sévères de la maladie. Est-ce que quand même, avec le nombre de patients que vous avez pu inclure, vous avez identifié des sous-groupes de patients par âge, par sexe, qui ont quand même montré des réponses différentes au traitement et du coup des séquelles aussi, puisque vous tendez vers l'étude des séquelles en fonction justement d'autres caractéristiques? Pas réellement, en fait. On est là, pour le coup, très limité par finalement le nombre de patients pour des analyses en sous-groupe qui puissent avoir une quelconque pertinence, à la fois d'un point de vue statistique et même d'un point de vue pratique. Donc, c'est des questions qui sont des questions importantes, mais à laquelle on ne sait pas répondre, à laquelle je ne sais pas répondre. Est-ce que du coup, là, dans les perspectives que vous avez sur la prochaine étude, vous avez établi du coup un nombre de patients plus grand pour pouvoir étudier justement les séquelles et les sous-groupes? Non, en fait, on a designé, en tout cas, on a construit l'étude comme une étude de supériorité, en misant sur la supériorité de la combinaison thérapeutique versus la monothérapie, et en estimant la probabilité de séquelles auditives sur les données qui étaient les données issues du travail antérieur dont j'ai brossé un tout petit peu la présentation sur la dernière diapositive. Et donc le nombre de patients à tester avec un design, avec une méthodologie qui est un peu affinée, il est de 50. Donc D'accord. au total, donc 25 patients par groupe. Donc pas complètement infaisable pour un travail multicentrique à dimension nationale, pour une maladie qui est rare mais qui est probablement aussi sous-diagnostiquée. Euh, j'ai fini, hein. Super, pardon, c'est que j'avais pas entendu, il y a eu un petit peu de bruit autour de moi. Pouvez-vous détailler, on a une nouvelle question, pouvez-vous détailler les immunomodulateurs utilisés, anti-TNF, IL-6, IL-1? C'est une question un petit peu plus technique. Donc en gros, l'arsenal thérapeutique qu'on utilise en plus de la corticothérapie sous ce chapeau donc d'immunosuppresseurs ou d'immunomodulateurs, c'est majoritairement, enfin ça dépend en fait pas mal des pratiques finalement. Donc dans une pratique interniste, la drogue dure qu'on utilise, ça reste un immunosuppresseur et ça reste le cyclophosphamide, par analogie avec les maladies inflammatoires du cerveau, les angines cérébrales et puis les vascularites. Euh, la drogue dure qui est également proposée, mais davantage quand on est issu d'une culture neurologique, c'est le rituximab. Donc un traitement qui cible les lymphocytes B, là plutôt par analogie avec la sclérose en plaques. Les autres traitements, anti-TNF, anti-L6 et autres, n'ont jamais été testés de façon complètement satisfaisante. Alors peut-être qu'il y a des case reports qui traduiraient d'ailleurs plus mon ignorance qu'autre chose, mais très clairement, ça ne fait pas partie des options thérapeutiques qu'on discute. D'accord, merci beaucoup. On a une question qui est un petit peu plus générale sur les maladies rares et peut-être qu'il y aura besoin de la préciser.
Y a-t-il des progrès dans les méthodologies des petits effectifs dans les maladies rares? Oui, alors sur le plan méthodologique, donc nous, par exemple, pour l'essai qu'on se propose, c'est un essai à la méthodologie standard où on va comparer 2 bras, avec un objectif qui est un objectif, fixé, de critère principal sur des séquelles et donc le nombre de sujets nécessaires pour répondre, pour tester, pour challenger l'hypothèse est, à notre sens, suffisant pour un essai thérapeutique classique. Il existe des approches qui sont des approches différentes, qui sont des approches dites bayésiennes. Je ne suis pas assez compétent ici pour les formuler. Donc oui, il y a des stratégies méthodologiques peut-être plus subtiles ou plus pertinentes ou mieux adaptées aux maladies rares pour des essais thérapeutiques. Notre sentiment ici, c'est qu'on n'est pas contraint d'être très très innovant sur le plan méthodologique pour l'hypothèse qu'on veut tester. D'accord, merci. Il nous est aussi demandé quels sont finalement l'état de l'art ou quelles sont les recherches qui sont menées à l'international sur le syndrome de Suzac. Alors, il y a à l'international, c'est-à-dire en Europe, il y a un groupe qui est piloté par des neurologues allemands qui justement essayent de fédérer la recherche à l'échelle européenne, avec des axes qui sont des axes de construction de modèles animaux pour essayer de mieux comprendre la pathogénie de la maladie, d'identification de facteurs causaux éventuels, et puis de grandes stratégies thérapeutiques avec des recommandations en lien, etc. En France, la dynamique, elle existe portée autour de cette cohorte, donc dont la dimension est petite de façon absolue, mais qui est non nulle pour une maladie aussi rare, et qu'on continue dans une dimension qui est une dimension maintenant d'études ouvertes également. Et puis donc cet essai thérapeutique qu'on veut proposer. Donc les choses se structurent à l'échelle européenne. Nous, on participe à ça, mais ça reste, enfin beaucoup de choses restent à faire, quoi. Merci beaucoup. On attend du coup la suite de savoir où l'étude va vous mener. Et puis pareil, comme pour le docteur Jaïs, on sera ravis de vous accueillir dans une nouvelle édition d'Impact Recherche pour que vous puissiez nous présenter tout ça. Merci beaucoup à tous. On va pouvoir terminer le webinaire ici. Merci pour votre participation. On vous tiendra au courant très vite de la prochaine date de webinaire. Le nouvel horaire semble plutôt bien fonctionner. La prochaine fois, on se donnera rendez-vous aussi un jeudi à 13 heures. Et ce webinaire sera disponible directement en replay sur la chaîne YouTube de la PHP. Donc, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci beaucoup à tous.